Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine. La violence politique, c'est essentiellement des jeunes hommes. Pour Donald Trump, il y a 3 choses qui comptent, lui-même, lui-même et lui-même. Il y a des hommes qui ont besoin de voir le monde brûler. Il y a quand même plus de guerres qu'il y en avait il y a 10-15 ans. Comment est-ce qu'on fait la paix? Soit par la force, soit par un accord entre les deux. Guerre en Ukraine, guerre au Proche-Orient, formation d'un bloc autoritaire entre la Chine, la Corée du Nord, la Russie et l'Iran, montée des extrêmes en Europe et dans le monde, et il y a à peine 5 jours, le retour de Trump au pouvoir. L'ordre mondial est totalement bouleversé, nous ne savons plus comment penser l'agencement du monde, nous avons perdu tous nos repères, et je pense que nous sommes tous légèrement angoissés. Et dans ce genre de situation, il n'y a personne de mieux que Bruno Tertrais. Non pas pour apaiser nos angoisses, je pense que ça va être compliqué, mais pour nous permettre de porter un regard plus précis, plus objectif sur cette nouvelle situation géopolitique. Alors Bruno Tertrais, merci infiniment d'être avec nous, c'est un honneur de vous recevoir ici aux rencontres philosophiques Michel Serres. Vous êtes un des plus éminents et des plus écoutés géopolitologues français. Vous êtes politiste et juriste, vous avez été formé à l'Institut d'études politiques de Paris. Vous avez également réalisé une thèse sur la stratégie nucléaire de l'OTAN. Vous avez ensuite successivement travaillé pour le ministère de la Défense et pour l'OTAN. Et aujourd'hui, vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et expert associé pour l'Institut Montaigne. Vous avez écrit de nombreux ouvrages de géopolitique, tant sur la dissuasion nucléaire que sur les puissances états-uniennes, européennes ou iraniennes. Récemment, vous avez écrit La guerre des mondes, publié chez Odile Jacob en 2022, qui décortique le contexte et les raisons de l'invasion russe en Ukraine. Vient de sortir également Pax Atomica, chez Odile Jacob, qui retrace l'histoire et l'efficacité de la dissuasion nucléaire. Et enfin, encore plus récemment, la nouvelle édition de l'Atlas des frontières, qui est devenu, avec Delphine Papin, qui est devenu un ouvrage de référence pour tous ceux qui s'intéressent un tant soit peu à la géopolitique. Vous pourrez normalement trouver tous ces ouvrages juste au point de vente ici à côté. Dans ces derniers ouvrages, vous montrez le retour de la géopolitique comme force organisatrice de l'ordre mondial. Alors que l'on pensait que l'histoire était finie, elle ne fait que recommencer, et l'affrontement entre nations par la force semble être à nouveau la règle. Alors avant que je laisse Bruno Tertrais faire son analyse, il va parler pendant une quarantaine de minutes, et puis vous aurez la parole. Je vais inviter les élèves de première et terminale du lycée Palissy venir nous présenter leurs réflexions sur la guerre en Ukraine. Est-ce que ça fait... Non. Je ne sais pas si le micro... Vous savez comment allumer le micro? Sinon vous parlez ici. Mesdames et messieurs, nous sommes des élèves de première au lycée Bernard Palissy. Et cette année, dans notre programme d'AGGSP, nous avons eu l'occasion d'aborder la notion de frontière. C'est pourquoi, dans le cadre de cette conférence sur le retour de la guerre, nous sommes présents aujourd'hui pour aborder plus particulièrement avec vous le conflit qui se joue en Ukraine. Il y a 2 ans, 8 mois et 19 jours, Vladimir Poutine décide d'envahir l'Ukraine. La guerre frappe donc de nouveau en Europe. Alors que l'on imaginait une guerre rapide, le conflit s'enlise, engendrant le départ de millions d'Ukrainiens. Cependant, ce conflit était prévisible. Dans un premier temps, Néo et Nassim vous parleront des arguments politiques et stratégiques développés par les Russes pour justifier l'invasion de l'Ukraine. Puis, Théo tentera de vous expliquer comment, peut-être, la guerre aurait pu être évitée et si finalement elle aurait pu être évitée. La Russie a de nombreuses craintes par rapport à l'Ukraine, l'Europe et l'OTAN. L'Ukraine a durant ces dernières années affirmé une volonté de rejoindre l'Europe et a notamment déposé sa candidature le 28 février 2022 et a laissé entrevoir la perspective d'une potentielle entrée dans l'OTAN, ce qui a forcément déplu au gouvernement russe. Une puissance comme celle de l'Europe et l'OTAN à la frontière russe est inenvisageable pour son gouvernement. Dans cette démarche, l'Ukraine cherche à se rapprocher d'un modèle politique et économique européen. Mais cela est vécu comme une véritable provocation pour la Russie. Un tel modèle à sa porte est vu comme un danger par le système autoritaire politique russe.
Les idées plus démocratiques et plus libres pourraient se répandre dans le territoire russe, ce qui est inenvisageable pour Poutine et son gouvernement. Comme l'a dit mon camarade Néo, la Russie ne souhaite pas avoir un gouvernement capital libéral à ses portes. Mais elle a aussi une volonté de s'étendre plus au sud. Depuis le début de son histoire, la Russie a toujours voulu s'étendre et augmenter son influence, notamment dans les Balkans, et aller au plus possible vers la Méditerranée. Elle l'a notamment fait en 2014 en envahissant l'Ukraine. Il y a aussi des facteurs historiques qui montrent que la Russie souhaite envahir l'Ukraine, et qu'elle l'a envahi d'ailleurs. La Russie considère que l'Ukraine fait partie de sa sphère, la sphère russe, et pense qu'ils ont des liens culturels très forts. Ils n'ont d'ailleurs pas spécialement tort. Et des problèmes internes ont aussi sûrement motivé cette invasion, notamment économique ou autre, qui ferait en sorte que cette guerre soit une manœuvre habile afin de pouvoir évincer ou même détourner le regard des problèmes vers un ennemi commun. Enfin, la Russie dit vouloir protéger sa population. Car en effet, il y a une grande population russe en Ukraine. Mais si ces Russes habitent en Ukraine, ont-ils peur du gouvernement ukrainien ou bien du gouvernement russe ? La guerre en Ukraine aurait pu possiblement être évitée grâce à plusieurs solutions diplomatiques et compromis, peut-être. Premièrement, un accord garantissant que l'Ukraine n'adhérerait pas à l'OTAN aurait pu rassurer la Russie et limiter les tensions. De plus, le respect des accords de Minsk signés en 2014 aurait pu aider à calmer le jeu. Enfin, la Russie et l'Ukraine, partageant une culture orthodoxe et slave commune, ainsi qu'un passé commun dans la Rousse de Kiev et même dans l'URSS, ces liens auraient pu être utilisés et favoriser la coopération et désamorcer le conflit. Mais est-ce que pour autant la guerre en Ukraine aurait pu être évitée, malgré tout ? « 2 ans, 8 mois et 19 jours. Qui, le 24 février 2022, aurait pu se dire que le 9 novembre 2024, le conflit opposant l'Ukraine à la Russie ne serait pas réglé ? Pourtant, il ne l'est pas. Aux yeux de l'Europe occidentale, toute justification russe nous paraît infondée. En effet, l'invasion russe est une agression territoriale qui met à mal les équilibres fragiles de paix et de démocratie au sein même de l'Europe. Est-ce une guerre de territoire ? Sans aucun doute. Mais c'est également, mais pas seulement, au-delà d'être une guerre de territoire, c'est une guerre idéologique entre deux visions du monde. Il y avait certainement des solutions pour éviter la guerre, mais à quel prix pour l'Ukraine ? Doit-on renoncer à la liberté pour assurer la paix ? Nous pensons que cette conférence sur le retour de la guerre abordera sûrement ce point-là. Une petite phrase pour terminer. Malgré que dans la vie, presque tout est éphémère, une chose, elle, qui est sûre, la guerre ne meurt jamais. Vous avez raison de les applaudir parce qu'ils ont vraiment bien travaillé. Moi, je trouve que vous avez bien compris l'essentiel. Vous avez surrésumé en quelques phrases l'essentiel des enjeux. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'être d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais je crois que vous avez vraiment capté l'essentiel. Je ne sais pas si votre professeur est dans la... Si vos professeurs sont dans la salle, mais bravo, monsieur. Vous pouvez leur donner une excellente note. Je vais juste réagir pour commencer sur 2-3 petits points que vous avez mentionnés pour aller dans votre sens essentiellement et peut-être pour apporter un ou deux compléments avant de commencer. Vous parlez des craintes de la Russie en 2022. C'est vrai, vous avez raison et vous avez tout à fait, à juste titre, souligné à quel point le fait d'avoir une démocratie européenne naissante était considéré comme un problème pour le régime politique de Vladimir Poutine. On parle même parfois en Russie du virus de la démocratie. Donc c'est vrai que c'était, et on l'avait vu dès 2004 avec les fameuses révolutions de couleur, le fait que l'Ukraine puisse un jour devenir pleinement démocratique était un sujet effectivement pour le régime politique de Vladimir Poutine. Mais au-delà de cela, je crois qu'il y a 2 points qui me semblent essentiels. D'abord, il n'y avait pas de menace militaire pour la Russie qui était concevable.
même si l'Ukraine avait fait partie de l'OTAN, les pays de l'OTAN s'étaient engagés à ne pas installer sur le territoire des pays membres à l'Est des forces de combat en nombre. Donc l'idée de dire si l'OTAN s'était élargie, ça aurait fait une menace militaire pour la Russie est quand même discutable. Mais au-delà, et je crois que vous l'avez suggéré dans votre propos, c'est vraiment important de réaliser, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas bien la Russie, que l'Empire russe a toujours marché sur deux jambes. Une jambe européenne et une jambe asiatique. Et dans la Russie telle qu'elle s'est développée historiquement depuis plusieurs siècles, il y a vraiment ces deux piliers, un pilier asiatique, un pilier européen. J'insiste là-dessus parce qu'en France, on a parfois tendance à considérer que la Russie est naturellement un pays européen. Alors que non, c'est un pays eurasiatique, avec une identité double. Et l'Ukraine est au cœur du pilier européen de l'Empire russe. Autrement dit, sans l'Ukraine, la Russie redevient quelque chose de différent. Et c'est pour cela que la guerre en Ukraine est véritablement une guerre identitaire pour le régime de Vladimir Poutine, mais aussi pour la Russie en général. Est-ce qu'on aurait pu éviter ça ? On peut toujours éviter la guerre, bien sûr. La meilleure manière de l'éviter, c'était de ne pas l'envahir, de ne pas envahir l'Ukraine. Mais si on avait eu un accord, si on avait fait un accord avec la Russie en 2022, comme l'exigeait Vladimir Poutine, en disant, bon ok, on promet, on fait un traité garantissant que jamais l'Ukraine ne fera partie de l'OTAN. D'abord, ça serait contraire aux engagements qu'avait pris la Russie elle-même. La Russie, à plusieurs reprises, a signé des traités disant que chaque pays européen a le droit de choisir son système d'alliance militaire. Donc c'était déjà un engagement signé par la Russie de manière très, très solennelle. Et puis surtout, si on s'imagine qu'avec un régime politique comme celui de Vladimir Poutine, il suffit de signer un traité disant « Bon, allez, d'accord, mais on s'arrête là », historiquement, on sait que ça ne s'arrête pas là. Voilà. Donc l'idée de dire il suffisait de promettre à Moscou que l'Ukraine ne rentrerait pas dans l'OTAN aurait permis d'éviter la guerre. Personnellement, je suis extrêmement sceptique. Est-ce que la solution, c'était d'appliquer les fameux accords de Minsk II ? Il y a eu deux accords de Minsk, Minsk I et Minsk II. Alors, le problème, c'est que l'accord de Minsk, en gros, pour simplifier, il prévoyait deux choses. Un statut d'autonomie pour les provinces du Donbass, pour les deux oblasts du Donbass, et un départ des forces étrangères et un désarmement des milices. Des milices qui étaient en fait bien souvent les soldats russes déguisés en ukrainiens. Et il y avait un désaccord entre Moscou et Kiev. En gros, c'était non, c'est à vous de commencer, non, c'est à vous, non, c'est à vous, non, c'est à vous. Et le raisonnement de l'Ukraine, c'était de dire nous ne pouvons pas faire un référendum, discuter tranquillement d'un statut d'autonomie à l'intérieur de l'Ukraine pour ces provinces du Donbass, tant qu'il y aura des forces étrangères sur le territoire et des milices armées que je ne peux pas, moi, pouvoir central, contrôler. Donc c'est vrai qu'on n'a pas pu appliquer ces accords de Minsk, un peu de la faute de l'Ukraine, surtout de la faute de la Russie, à mon sens. Mais là encore, s'imaginer que avec la signature, la mise en œuvre de ces accords, le problème ukrainien de la Russie aurait été réglé, me semble pas complètement évident. Donc encore une fois, bravo, parce que vous avez vraiment, je crois, capté l'essentiel, et c'est ça qui compte. Alors, donc vous m'avez demandé de parler du retour de la guerre avec un point d'interrogation. Le point d'interrogation, il est légitime, parce que la guerre, elle n'a jamais disparu. Mais avant de commencer, j'aime bien, moi, citer 3 personnes pour parler de pourquoi la guerre. Alors, le pourquoi la guerre est une question aussi vieille que la civilisation. Pour ceux d'entre vous qui connaissaient vos classiques, pensez à Thucydide, les guerres du Péloponnèse. Les causes de la guerre, c'est la peur, l'honneur, l'intérêt. Voilà, en gros, les causes classiques de la guerre, telles qu'on les comprend, on les connaît depuis Thucydide. Mais parce que je ne vais pas vous embêter avec des auteurs grecs, je préfère parler des causes de la guerre à travers 3 personnes. Joseph Staline, Bernard Kouchner et Alfred Pennyworth. Qui est Alfred Pennyworth ? Est-ce que quelqu'un connaît Alfred Pennyworth ? Personne ? C'est le majordome de Batman.
Alors, 3 phrases. Une phrase de Staline en visite en Inde. Il regarde la carte et il demande « C'est quoi cette petite île au sud ?» Alors il répond « C'est l'île de Ceylan. Et c'est à vous ?»« Non, non, c'est indépendant. » Et Staline demande « Pourquoi ?» Et cette question, cette citation très simple, elle vous dit quelque chose de ce que c'est que l'impérialisme et la notion de zone d'influence telle que comprise par certains régimes autoritaires. Du point de vue de Staline, il était évident que cette petite île au sud-est de l'Inde, ça devait naturellement faire partie de l'Inde. Et l'idée que ça soit un État indépendant, après tout comme l'Estonie pour la Russie, est quelque chose d'assez absurde. La deuxième personne, c'est Bernard Kouchner, qui a dit une phrase très juste un jour, qui peut choquer, mais elle comprend à mon sens une très grande part de vérité. Ma grande explication du monde, c'est l'hormone mâle. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Bernard Kouchner est quelqu'un qui a eu, vous savez, une carrière qui l'a amené à connaître des situations de conflit un peu partout dans le monde. Et ce qu'il a remarqué, et ce qui est vrai, c'est qu'en gros, partout sur la planète, à toutes les époques, la violence politique, c'est essentiellement des jeunes hommes. Des jeunes gens, des jeunes hommes. Des jeunes hommes. Des jeunes hommes, parce qu'il n'y a pas beaucoup de milices armées, de femmes. Il y en a quelques-unes, mais historiquement, dans l'histoire, la violence est produite dans toutes les civilisations. La violence est produite essentiellement par des garçons et des jeunes hommes de l'âge de 12 à 25 ans. Voilà, c'est partout pareil. Et donc, l'idée de Kouchner, évidemment, c'est quelque chose, c'est un raccourci historique, mais qui dit qu'il y a ce besoin de se battre, ce besoin de s'exprimer par la violence, d'une manière ou d'une autre, violence individuelle ou violence collective, est quelque chose de très puissant. Et on se rend compte, d'ailleurs, quand on regarde les liens entre les évolutions démographiques et la guerre, en Afrique, par exemple, que chaque fois qu'il y a des populations de jeunes hommes particulièrement importantes au regard du reste de la population, on a davantage de situations conflictuelles. Alors, ce n'est pas la cause de la guerre, mais c'est un facteur qui rentre en ligne de compte quand on essaie de comprendre les déchaînements de violence, qu'ils soient politiques ou non politiques, d'ailleurs, parce que ce soit les hooligans des clubs sportifs ou les milices armées du Donbass, quelque part, il y a ce besoin d'expression par la violence, qui est quelque chose qui est commun essentiellement à une ou deux générations de garçons et de jeunes gens, en gros de 12 à 25 ans. Et la troisième citation, donc, c'est le majordome de Batman, qui s'appelle Alfred Pennyworth, et qui, dans le deuxième volume de la trilogie de Christopher Nolan, donc un cinéaste que vous connaissez sans doute, et qui a fait trois films de Batman dans les années 2000, il dit à un moment la phrase suivante: « Il y a des hommes qui ont besoin de voir le monde brûler. » Il y a des hommes qui ont besoin de voir le monde brûler. Alors, je ne vais pas rentrer là dans des explications psychologiques ou psychanalytiques, mais le désir de destruction pour la puissance, pour le pouvoir, pour la gloire, ou tout simplement pour des besoins psychologiques qu'il ne m'appartient pas d'essayer d'expliquer, c'est quelque chose qui, malheureusement, participe à l'explication de ce que c'est que la guerre, de ce que c'est que cette violence politique à très grande échelle. Alors, bien sûr, donc on peut parler des accords de Minsk ou d'autres explications très terre-à-terre, comme le pétrole, le gaz, choses comme ça. On va en reparler, bien sûr, mais je crois qu'il faut en revenir à un moment à des fondamentaux de la nature humaine. Et parmi ces fondamentaux de la nature humaine, il y a ceux qui, à mon sens, sont exprimés par ces trois personnes. Alors, retour de la guerre. Alors, vous avez vu que j'avais les cheveux gris, ça veut dire que commence quand même à avoir un petit peu d'expérience, et j'en suis à mon 5e ou 6e retour de la guerre, depuis la fin de la guerre froide. On a commencé à parler du retour de la guerre dès 1991, la Yougoslavie. Donc c'était déjà le retour de la guerre en Europe, un an après la fin de la guerre froide. Ensuite, on a parlé du retour de la guerre à propos de l'invasion du Koweït par l'Irak à l'été 91. On a parlé du retour de la guerre au moment où les Américains, étant frappés sur leur sol le 11 septembre, décident de lancer ce qu'ils ont appelé à l'époque la guerre contre le terrorisme. On a parlé du retour de la guerre, en Europe en 2008, avec l'opération russe contre la Géorgie.
On a parlé du retour de la guerre, bien sûr, en 2014 avec l'annexion de la Crimée, et depuis 2022, on parle du retour de la guerre. Donc, voilà, ça permet de prendre un peu de recul et de voir que cette expression retour de la guerre, c'est plus une expression médiatique qu'une réalité, mais le sentiment existe. Alors, pourquoi est-ce que ce sentiment existe ? D'abord parce que les guerres sont souvent plus proches de nous, Européens. Donc, c'est normal. C'est plus proche de nous, donc ce retour de la guerre, cette fois, en 2022, il est plus proche. Quand on a eu l'Ukraine, le Sahel, le Caucase, avec l'Arménie, l'Azerbaïdjan et le Proche-Orient, tout ça donne un sentiment justifié pour nous, Européens, que cette fois, le retour de la guerre est plus impressionnant et plus proche. Le deuxième élément, c'est bien sûr la visibilité médiatique. On a encore plus d'images, même 10 fois plus d'images des conflits contemporains aujourd'hui qu'on en avait même en 1990-91 avec les Balkans et l'invasion du Koweït par l'Irak. Ça ne veut pas dire qu'on a des images sur toutes les guerres. La guerre la plus meurtrière de l'année 2022, et de loin, c'est une guerre... Est-ce que quelqu'un a une idée ? Pas loin. Pas très loin non plus. Une autre question. Éthiopie, bravo. C'est l'Éthiopie. Voilà, vous l'avez peut-être entendu avec d'autres conférenciers, mais je dis bien en 2022. C'était le Tigré, donc Éthiopie, plus de 100 000 morts en 2022. Donc ça rappelle aussi que les guerres les plus meurtrières ne sont pas forcément les plus médiatiques. Bon, bien sûr, la Syrie a été aussi un conflit très meurtrier, mais sur une très longue période. Et puis la troisième raison de ce sentiment de retour de la guerre, c'est tout simplement le fait que pour certaines de ces guerres, donc justement pas celle de l'Éthiopie, pas celle du Tigré, pour certaines de ces guerres comme l'Ukraine ou le Proche-Orient, il y a un impact économique et politique mondial qui est beaucoup plus important. Quelque part, ça n'est pas choquant qu'on parle, nous, en France, davantage de l'Ukraine et du Proche-Orient que du Tigré et de l'Éthiopie. Parce que c'est vrai que ça a davantage d'impact pour nous, l'impact économique indirect, et puis pour le monde entier aussi. Vous avez suivi à l'époque cette discussion sur l'exportation des céréales, la production des intrants par l'agriculture ukrainienne et l'impact que ça avait sur l'agriculture africaine, etc., ou sur le sous-continent indien. Et puis bien sûr l'impact politique, avec, pour ce qui concerne l'Ukraine, ce sentiment que non seulement la guerre se rapproche, mais c'est la notion même de démocratie et de liberté sur le continent européen qui est cette fois mise en cause. Quant au Proche-Orient, bien sûr, je n'ai pas besoin de vous rappeler, on le voit presque tous les jours, la résonance sociologique, psychologique, sociale du conflit dans un pays comme la France, et c'est vrai aussi pour les États-Unis et pour la plupart des pays d'Europe et au-delà, puisque notamment dans le monde musulman, un peu partout dans le monde musulman, c'est une guerre qui est suivie de manière très proche. Donc voilà, 3 raisons pour lesquelles ce sentiment de retour de la guerre est finalement pas complètement injustifié. C'est le fait que ce soit des guerres proches de nous, des guerres plus visibles et avec plus de conséquences politiques, économiques, etc. Est-ce que ça veut dire qu'il y a de plus en plus de guerres ? Alors, ça dépend du point de repère qu'on va utiliser. Il y a moins de guerres qu'à la fin de la guerre froide. À la fin des années 80, il y avait plus de guerres sur la planète, au total, qu'il y en a aujourd'hui. Mais il y a quand même plus de guerres qu'il y en avait il y a 10-15 ans. Vous allez me dire, ça dépend comment on compte. C'est une question qui n'est pas bête, mais comment est-ce qu'on compte les guerres ? Après tout, qu'est-ce qui définit qu'à un moment, ça, c'est une guerre ? Alors, la plupart des analystes utilisent un critère assez simple, qui est le nombre de morts au combat. C'est un critère assez sinistre, mais après tout, il faut bien avoir un critère. Et plus précisément, le nombre de guerres se mesure à partir de... Alors d'abord, j'aurais dû dire qu'est-ce que c'est que la guerre. On en parle depuis 2 jours, mais je vous donne ma définition, mais vous en avez entendu d'autres, elles sont peut-être tout aussi valables. Moi, ma définition, c'est un phénomène de violence politique organisée à grande échelle, dans lequel au moins un État est impliqué. Au moins un État. Ça veut dire que ça peut être une guerre civile, mais ça peut être une guerre interétatique.
Bon, c'est ma définition, il y en a d'autres, hein, il y en a des dizaines, peut-être même des centaines. Alors, il y a un institut de recherche en Norvège dont c'est la spécialité de compter les guerres, et en général, on se réfère très souvent à leurs analyses. Donc, eux, ils disent, alors, à partir de 25 morts au combat par an, c'est un conflit armé, mais ce n'est pas une guerre. À partir de 1000 morts au combat par an, ça s'appelle une guerre. Pourquoi 1000 ? Pourquoi pas 1001 ? Pourquoi pas 999 ? Parce qu'il faut bien qu'il y ait un critère quelque part. Simplement, si on utilise le même critère, alors on peut avoir des comparaisons historiques. Et donc, à partir de ces critères, on peut voir qu'aujourd'hui, il y avait en 2023, puisque par définition, en 2024, on n'a pas encore les chiffres, il y avait en 2023 59 conflits au total, 59 conflits armés dans 34 pays. Essentiellement en Afrique, sur le continent africain, ainsi que sur un espace qui va en gros de l'Ukraine aux Philippines. C'est toujours un peu au même endroit, les guerres. Pas du tout bizarrement, je vous dirai pourquoi après. Mais sur ces 59 conflits armés, il n'y avait que, selon ces critères-là, que 9 guerres. Il y avait, alors je vais vous les citer, non pas pour que vous les notiez, c'est très facile à trouver, mais c'était Burkina Faso, Éthiopie, Israël, Birmanie, Nigeria, Russie, Ukraine, Somalie, Soudan, Syrie. Ça veut dire que la plupart de ces guerres étaient des conflits internes. Et que donc que la grande guerre du type Ukraine-Russie, c'est une exception. C'est une exception. Là, encore une fois, quand on parle du retour de la guerre, ce n'est pas le retour de la grande guerre classique entre États. Alors, évidemment, il y a eu d'autres guerres interétatiques en 2020, 2021, 2022, par exemple, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui a été plus brève, qui a été assez meurtrière, mais beaucoup moins meurtrière que l'Ukraine, mais qui était, là aussi, une vraie guerre interétatique. Mais je crois que c'est important de se rappeler que, encore une fois, quand on parle de ce retour de la guerre, la guerre reste essentiellement un phénomène de guerre civile et de conflits internes, notamment sur le continent africain, pas forcément de guerre dont on parle tous les jours. Et 2, la guerre telle qu'on l'a connue, nous, dans la mémoire européenne, c'est-à-dire la guerre classique entre États, reste quelque chose d'assez exceptionnel. Est-ce que ça restera le cas ? Eh bien, j'en parlerai dans quelques instants. Mais avant ça, peut-être revenir et faire un peu de prospective sur les deux grandes guerres qui nous occupent médiatiquement et politiquement, à savoir l'Ukraine et le Proche-Orient. Qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine, au-delà de ce qui a été dit tout à l'heure et très bien dit par les 4 élèves qui m'ont précédé ? Il y avait une illusion en Europe, et je crois que Raphaël Glucksmann en a parlé hier matin. Il y avait une illusion en Europe, en Occident, mais surtout en Allemagne, donc en Occident, en Europe et surtout en Allemagne, qui consistait à dire que plus on serait interdépendant, plus on commercerait avec la Russie, moins on risquerait d'avoir une guerre avec la Russie. Comme l'a très bien dit Raphaël hier matin, c'est une idée qui date de la philosophie des Lumières. Ce n'est pas une idée totalement fausse. Donc là, je ne vais pas développer le sujet parce qu'il y a des livres entiers qui ont été écrits sur ce thème. Ce n'est pas une idée complètement absurde. Mais je dirais qu'on a pensé un peu trop en Europe, mais aussi un peu en Amérique, que plus on était interdépendant économiquement, plus le risque de conflit avec la Russie diminuerait. Parce que la Russie aurait trop à perdre d'une guerre avec un pays européen. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que ça nous amène à une notion que je ne vais pas développer, mais qui est, à mon sens, fondamentale pour comprendre comment quelqu'un comme Vladimir Poutine décide d'entrer en guerre et comment quelqu'un comme Xi Jinping pourrait demain décider d'entrer en guerre. C'est la question de l'asymétrie des enjeux. Autrement dit, Poutine, à mon avis, à l'automne 2021, il sait très bien qu'il va avoir des sanctions. Il sait très bien que ça va coûter à son pays, directement et indirectement, sur le plan économique, cette guerre. Ou probablement, il le sait. Je pense qu'il le sait. Mais il estime que le bénéfice d'envahir l'Ukraine est supérieur au coût économique que la Russie va souffrir. Donc ça, c'est fondamental quand on essaie de comprendre cette idée
selon laquelle l'interdépendance économique peut ou pas freiner, limiter le risque de guerre, et comment est-ce qu'on peut expliquer que si nous, Français, Européens, Occidentaux, pensons que ça n'est pas dans l'intérêt de Poutine ou d'un autre d'entrer en guerre, ben l'autre partie, à Moscou ou à Pékin ou ailleurs, ne voit pas forcément son intérêt de la même manière. Et je crois que c'est une erreur qu'on fait souvent en Occident, même si de l'autre côté on l'a fait probablement aussi, c'est qu'on pense toujours connaître les intérêts des autres mieux qu'ils les connaissent eux-mêmes. Et je peux vous dire, pour en avoir discuté longuement avec des diplomates européens à l'automne 2021, même en France, même au Quai d'Orsay, pas partout, hein, pas partout au Quai d'Orsay, pas partout à l'Élysée, mais l'idée selon laquelle il n'allait pas le faire, il n'allait pas envahir l'Ukraine parce que ça n'était pas dans son intérêt, c'est quelque chose qui restait présent. J'insiste sur le fait que tout le monde n'était pas naïf ou se faisait des illusions sur Poutine. Mais en tout cas, cet argument-là, il existait. Il existait. Seulement, voilà, les autres ne fonctionnent pas forcément de la manière dont nous pensons qu'ils fonctionnent. La guerre en Ukraine, vous le savez, c'est plusieurs types de guerres en même temps. C'est à la fois, pour moi en tout cas, la Première Guerre mondiale, la Deuxième et la Troisième. C'est la Première Guerre mondiale parce que c'est une guerre de tranchées avec des images qu'on n'a pas vues sur le continent européen depuis plus d'un siècle, avec un bilan humain tragique. Hein. Il y a certains jours où c'est 1000 morts russes par jour. Certains jours, c'est 1000 soldats russes au combat, tués au combat. C'est aussi la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on a vu les chars, mais c'est aussi la Troisième Guerre mondiale, en métaphore bien sûr, parce qu'on voit que les drones y ont pris une place centrale, parce que la guerre cybernétique et la guerre de l'information est tout à fait majeure, et parce qu'on voit certains progrès technologiques donner des opportunités aux combattants qui n'existaient pas il y a simplement 5 ans. Par exemple, aujourd'hui, les Ukrainiens apprennent à fabriquer des pièces détachées avec de l'impression 3D. Donc quand il y a un drone qui est abîmé, il y a une pièce qu'on va fabriquer avec une imprimante 3D en quelques minutes. Donc il y a à la fois cette guerre, comme souvent l'évolution de la guerre, c'est pas la nouvelle guerre qui remplace l'ancienne, c'est plutôt la nouvelle guerre qui s'ajoute à l'ancienne. On peut parler du rôle de l'espace, des satellites, d'Elon Musk qui à un moment, il a changé d'avis depuis, mais qui à un moment, à la fin de 2022, décide de donner la possibilité aux forces armées ukrainiennes de se servir de ces satellites Starlink pour les communications. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau, de moderne. Et le fait que ça soit un acteur privé qui ait pris une telle importance, pas seulement dans la guerre d'ailleurs, était aussi quelque chose d'assez intéressant. Alors, évidemment, vous allez me demander qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Avant de parler de Trump, je vais peut-être vous dire qu'il y a une sorte de convergence vers l'année 2025 qui, du point de vue militaire, nous donne déjà une idée de ce que pourrait être le scénario principal avant de parler de Trump. Et le scénario, c'est le suivant. Les analystes, alors ce n'est pas mon cas, moi je ne suis pas analyste militaire, mais il y a des gens qui suivent de très près l'évolution des ressources matérielles et humaines des deux parties, des deux côtés, l'Ukraine et la Russie, et qui disent en gros, voilà, à partir de l'été 2025 environ, la Russie va avoir de vraies difficultés à renouveler ses matériels de guerre. Je simplifie un peu l'analyse. Mais c'est aussi le moment, à partir de l'été 2025 environ, où l'Ukraine va avoir de vraies difficultés à renouveler son potentiel de combat humain. Et donc, on pourrait penser qu'aux alentours de l'été 2025, il y a un moment où les deux parties vont considérer que c'est leur intérêt mutuel de faire quelque chose pour mettre un terme, au moins provisoirement, au combat. Parce que comment est-ce qu'on fait la paix ? Soit par la force, soit par un accord entre les deux. Soit on impose sa volonté à l'autre et on force la paix, soit on va s'accorder parce que c'est un intérêt mutuel. Et donc, pour qu'il y ait une stabilisation du conflit,
si l'on considère qu'il est assez peu probable aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, que l'une des deux parties l'emporte complètement sur l'autre, eh ben, on peut se dire qu'il va peut-être y avoir ce moment où à la fois Moscou et Kiev se diraient que c'est dans leur intérêt mutuel de stabiliser la situation. Stabiliser la situation, c'est pas forcément faire la paix. Ça peut être la paix froide ou la guerre froide. Un exemple qu'on donne très souvent, je ne suis pas le premier à le faire, mais on en a parlé dès la fin 2022, c'est la situation en Corée, sur la péninsule coréenne, puisque vous le savez, depuis 1953, il y a un armistice sur la péninsule coréenne, mais il n'y a pas de paix. Les deux pays sont techniquement, juridiquement, encore en état de guerre. Mais ça n'a pas empêché la situation d'être stable depuis plus de 70 ans. Ça n'a pas empêché la Corée du Sud de se développer. Et ça n'a pas empêché la Corée du Sud d'être protégée par les États-Unis. Donc ça, c'est un avenir possible pour l'Ukraine. Personnellement, et je suis sûr que vous êtes nombreux aussi dans cette salle, je souhaiterais que ça se passe différemment. Mais en tout cas, ça commence à être un scénario, je dirais, plus crédible que d'autres, toutes choses égales par ailleurs. Toutes choses égales par ailleurs, c'est une phrase très pratique, on l'utilise en économie, mais on l'utilise aussi en géopolitique. Pourquoi ? Parce que dans la guerre, il y a des surprises. Et à un moment, il peut y avoir quelque chose qui se passe qui fait que la donne change, mais on ne sait pas trop pourquoi. Il peut y avoir une des deux parties qui perce le dispositif de l'autre. Regardez ce qui s'est passé l'été dernier avec la surprise de Koursk, avec l'Ukraine qui rentre de plus de 100 km en territoire russe, qui n'était pas arrivé depuis la Seconde Guerre mondiale. La deuxième surprise, c'est justement les soldats nord-coréens qui sont arrivés pour aider la Russie à reprendre ce petit morceau de territoire russe. Donc on peut encore avoir des surprises. Ce dont je vous parle, c'est d'une sorte de scénario principal, un point d'équilibre possible qui pourrait arriver d'ici quelques mois. Et puis il y a Trump. Alors est-ce que Trump, qui a promis de faire la paix en 24 heures, est-ce qu'il va pouvoir peser sur le conflit ukrainien ? Bien sûr, mais il n'est pas tout seul à décider. Avec Trump, il y a le Congrès des États-Unis. Et au Congrès des États-Unis, on n'est pas forcément prêt à suivre totalement Trump s'il décide du jour au lendemain d'arrêter toute aide militaire à l'Ukraine. Il faut toujours se souvenir que le président américain a moins de pouvoir dans ce domaine que n'en a le président français dans ce domaine. Là encore, toute chose égale par ailleurs, toujours cette phrase très pratique, mais il y a un équilibre des pouvoirs aux États-Unis qui est beaucoup plus important, vous le savez tous, que celui qui existe traditionnellement en tout cas en France. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ? Il peut essayer de convoquer Zelensky et Poutine pour leur dire maintenant, voilà, je vous propose qu'on se mette tous les trois autour d'une table. Ça ne suffira pas à susciter, à provoquer une grande réunion à Genève où tout le monde s'assoit autour d'une table. Mais disons qu'il est vrai que l'élection de Trump est un facteur nouveau qui va plutôt influencer les choses dans le sens de la Russie que dans le sens de l'Ukraine. Mais les Ukrainiens ne sont pas idiots. D'abord, il faut quand même rappeler qu'ils se battent pour leur territoire, pour la vie de leur État, et que donc même un coup de fil d'un président américain ne changerait rien s'ils veulent continuer à se battre à ce que voudront faire les Ukrainiens. Les Ukrainiens, s'ils veulent continuer à se battre, ils continueront à se battre. Et on peut les comprendre. Tout dépendra du calcul que fait le pouvoir ukrainien à ce moment-là, vis-à-vis de la fatigue de sa propre population, vis-à-vis des difficultés de recrutement qu'ils vont avoir dans les mois qui viennent. Par exemple, il y a un débat en Ukraine sur le fait de savoir s'il faut abaisser l'âge de la conscription. Un raisonnement purement militaire conduirait à dire bah oui, on a besoin d'hommes, et tant pis, maintenant, il faut que ce soit les gamins de 20 ans qui y aillent. Mais parce que l'Ukraine est un État moderne et qu'on n'est plus en 1916, il y a aussi le raisonnement, attendez, non, pensons à l'avenir. On fait moins d'enfants aujourd'hui, on est déjà dans une crise démographique, cette génération-là ne connaît pas la guerre, il faut préserver la génération des plus jeunes.
je pense que cet argument a plutôt tendance à l'emporter en Ukraine. Autrement dit, il est possible qu'en Ukraine, on préfère un armistice. Armistice, c'est on pose les armes se taisent. Ça ne veut pas dire la paix. Mais au moins, geler le conflit, au moins pour un temps, pour 5 ans, 10 ans, 20 ans, peut-être, pour pouvoir préserver le potentiel de notre pays à se régénérer et à se développer. Donc ce raisonnement-là, il existe en Ukraine, ce qui montre bien qu'on n'est plus, encore une fois, on est en 2024 et pas en 1914, on ne raisonne plus de la même manière. C'est une très longue manière de vous dire que je serais très surpris qu'on en soit au même point d'ici un an. C'est-à-dire qu'on continue à se battre dans ce qu'on appelle une guerre d'attrition, c'est-à-dire une guerre où il y a assez peu de gains territoriaux de chaque côté, mais il y a un épuisement mutuel de part et d'autre. Et si on se reparle dans un an, je serais très surpris qu'on en soit encore au même point. Donc les choses vont probablement bouger dans les 12 mois qui viennent, même s'il y a quand même ce scénario principal. Mais quel que soit le scénario, je pense qu'on peut dire, pour en revenir à ce que disaient les élèves tout à l'heure, plutôt au débat que j'avais vis-à-vis de leurs interventions, je crois fondamentalement que c'est la jambe européenne de l'Empire russe qui est coupée. L'Ukraine ne reviendra pas dans le giron de l'impérialisme russe. C'est fini. Enfin, c'est fini. Quelque chose de très profond s'est passé qui, peut-être, et ça c'est ma thèse personnelle, nous dit qu'un cycle historique est en train de s'achever, un autre est en train de commencer. La Russie est entrée en Europe symboliquement au moment de la bataille de la victoire sur la Suède à Poltava au début du XVIIe siècle. C'est le moment où la Russie devient un pays européen. Avant, la Russie n'est pas un pays européen. Je le répète, c'est une vision très française de penser qu'elle est par nature un pays européen. Non, elle est eurasiatique, à la fois européenne et asiatique. Et sans l'Ukraine, ça n'est plus vraiment un pays entre les deux. Ça devient, à mon sens, et d'ailleurs certains experts russes le disent et l'écrivent, ça redevient un pays beaucoup plus marqué par son héritage tataro-mongol que par l'héritage de Voltaire, de Catherine la Grande et des Lumières. Donc je pense que quel que soit le scénario, il y a quelque chose qui s'est cassé et qui fait qu'il sera beaucoup plus difficile à l'avenir de vivre encore, de coexister pacifiquement avec cette Russie-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas coexister comme des voisins avec lesquels on ne s'entend pas. Alors on a mis une barrière, mais on peut quand même échanger, voire commercer, du moment que le voisin se tient tranquille. Je pense que l'avenir des relations entre l'Europe et la Russie, ça sera plutôt cela. Quelques mots bien sûr sur le Proche-Orient. Et là encore, je vais prendre Trump comme clé possible, ou plutôt comme élément d'actualité pour nous faire réfléchir à ce qui peut se passer dans les mois qui viennent. Mais peut-être avant de commencer, une comparaison entre l'Ukraine et le Proche-Orient. Et là encore, elle a été initiée par vos deux débatteurs d'hier au théâtre. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est très différent? Est-ce qu'il y a un deux poids, deux mesures de la part des Occidentaux, de la part des Européens, entre l'Ukraine et Israël? Et là, moi, j'ai une réponse un tout petit peu plus nuancée que celle de vos deux débatteurs, de vos excellents débatteurs. Hier, c'était vraiment un très bon moment, j'ai trouvé, de vos deux débatteurs d'hier. Du point de vue du droit, il y a deux branches du droit qui s'occupent de la guerre. Il y a ce qu'on appelle le jus ad bellum, le droit d'entrer en guerre, et le jus in bello, c'est-à-dire le droit à l'intérieur de la guerre, ce qu'on appelle aussi le droit international humanitaire, le DIH. Du point de vue du droit d'entrer en guerre, l'Ukraine et le Proche-Orient, c'est deux situations fondamentalement différentes. Quoi que l'on pense de l'occupation israélienne, il y a eu une agression indiscutable sur le territoire israélien reconnu, j'insiste, sur le territoire israélien reconnu, et donc un droit naturel, au-delà de la Charte des Nations Unies, il y a un droit naturel d'Israël à se défendre, et à se défendre par la force. Dans le cas de l'Ukraine,
On a un pays, la Russie, qui avait reconnu, il faut toujours le rappeler, reconnu les frontières de l'Ukraine, reconnu l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine juridiquement, à plusieurs reprises, sous la forme de traités, et qui, subitement, envahit son voisin. Donc là, on a une situation du point de vue de la légitime défense qui est totalement inversée dans le cas de l'Ukraine et dans le cas d'Israël. Ensuite, il y a la question du jus in bello, du droit dans la guerre, ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Et là, c'est plus compliqué. Je dirais que, d'abord, on pourra former un jugement précis sur ces questions que plus tard, quand on aura toutes les données en main, et on ne les a pas toujours. On en a une partie, bien sûr, et notamment grâce à la fois aux renseignements, y compris ouverts. On peut faire des choses formidables, même depuis son salon, en regardant des photos satellites. Il y a aujourd'hui des informations qui sont accessibles, j'allais dire presque à tout un chacun, pour analyser la guerre, qui n'existaient pas il y a seulement 15 ans. Alors, ce qu'on voit, c'est que du côté russe, il y a délibérément une volonté, dans de très nombreux cas, de s'attaquer à des objectifs strictement civils. Donc, ce qu'on appelle en droit le principe de distinction, qui est un principe fondamental du droit international. On a le droit de tirer sur les objectifs militaires, on n'a pas le droit de tirer sur les objectifs civils. Ce principe-là est constamment violé par l'armée russe. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que la Russie n'attaque que des objectifs civils, mais en tout cas, je crois que là, le cas est assez clair. Dans le cas israélien, c'est beaucoup plus compliqué, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on est dans du combat essentiellement urbain, avec une densité de population très forte, sur l'essentiel des deux théâtres principaux que sont Gaza et le Sud-Liban. Et ensuite, bien sûr, parce qu'il y a un phénomène qui n'existe pas du côté ukrainien, c'est-à-dire que vous avez une entité, le Hamas et une autre, le Hezbollah, qui confondent délibérément le civil et le militaire, qui utilisent délibérément les écoles, les hôpitaux, les mosquées comme des installations militaires. Et là, le droit international dit que dans ces cas-là, je simplifie un peu les choses, pardon pour les juristes dans la salle, je simplifie un tout petit peu les choses. Ah, là, on a le droit de tirer dessus. Autrement dit, imaginez une mosquée ou un hôpital dans lequel il y a 0 civil, mais qui est très clairement, et on en est certain, utilisé par les militaires, on a le droit de détruire la mosquée. Je fais simple. Évidemment, si c'était aussi simple, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de cas dans lesquels c'est un peu entre les deux. Il y a encore des civils, mais il y a aussi des militaires. Donc on sait qu'on va tuer les civils. Et là, c'est un deuxième critère fondamental du droit international qui est en question, c'est ce qu'on appelle le principe de proportionnalité. Autrement dit, dans le langage militaire, il y a cette expression assez épouvantable de dommages collatéraux. C'est comme ça. Les dommages collatéraux, c'est les dommages qu'on risque de faire avec une probabilité à déterminer chez la population civile ou dans les constructions civiles si on tape sur tel ou tel objectif. Et là, le droit nous dit il faut que les dommages collatéraux anticipés, ce qu'on prévoit, pas avec certitude, mais tout ça c'est de la probabilité, ne soient pas supérieurs à la valeur militaire de l'objectif. C'est compliqué. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que la tragédie de la guerre, c'est que des civils meurent et que ça n'est pas illégal en soi. Je répète, ça n'est pas illégal en soi qu'on fasse des morts dans la population civile. Le problème du côté israélien, c'est qu'il semble bien que ce principe de proportionnalité ne soit pas toujours appliqué. Et que l'armée israélienne élargit ses critères. Je vais vous donner un exemple très simple. Dans le passé, et je peux vous assurer que c'est un débat constant au sein de l'état-major israélien et des services de renseignement israéliens depuis la création de l'État. À partir de quel moment j'ai, entre guillemets, le droit de tuer 10 civils pour un objectif militaire ? Alors, je vais vous donner un exemple. Je pense aujourd'hui que les Israéliens sont dans la situation suivante. Il y a un chef du Hamas, avant, il s'autorisait à tuer 5 à 10 civils pour être sûr de pouvoir tuer le chef du Hamas. Aujourd'hui, je pense qu'ils en sont pas. Non, je ne vais pas vous dire je pense qu'ils en sont.
Je vais vous donner cet exemple. Imaginons que dans ces cas-là, dans le contexte post-7 octobre, cet État, en l'espèce Israël, se dit « c'est tellement important que je vais m'autoriser, si il le faut, hélas, à ce qu'il y ait jusqu'à 50 ou 100 victimes civiles. » Attention, je ne vous dis pas que c'est exactement les chiffres retenus, mais la plupart des observateurs estiment qu'Israël a changé ses critères de proportionnalité. Ce qui explique une partie du bilan assez lourd. Attention, ce bilan très lourd, d'abord on ne le connaît pas, personne ne le connaît. Il est extrêmement difficile à faire. Et aujourd'hui, quand on vous dit il y a X civils morts, Y combattants morts, personne n'en sait rien parce que c'est la nature même du Hamas ou du Hezbollah que de brouiller les cartes entre civils et militaires, c'est-à-dire combattants. Donc je ne suis pas le dernier à dire que ces guerres sont des tragédies épouvantables, c'est vrai, mais j'invite, quand on veut réfléchir au sujet, à essayer d'avoir une réflexion un peu la plus neutre possible, la plus apaisée possible, et à ne pas laisser l'analyse politique être déterminée seulement par d'épouvantables vidéos d'enfants morts. C'est épouvantable. Parfois, elles sont fausses, d'ailleurs. Ou parfois, elles datent de la guerre en Syrie. Bon, il y a énormément de fausses vidéos, de photos qui datent d'une autre guerre, mais peu importe, il y a énormément de morts civiles et énormément de femmes et d'enfants qui sont morts. Ça, c'est une évidence. Simplement, le travail des analystes, et surtout la responsabilité des politiques, c'est d'essayer de dépasser un peu l'émotion pour avoir un jugement aussi éclairé que possible, le plus froid possible, même si tout le monde est homme, tout le monde est femme, et on est obligé de prendre en compte, c'est bien normal, nos propres sensibilités humaines. Après ce long détour sur un sujet à mon sens très important, parce qu'il y a trop de jugements à l'emporte-pièce qui sont faits sur le sujet, quelques mots sur Trump, justement. Et Trump, il va faire la paix aussi à Gaza et au Liban ? Alors, Trump ne s'entend pas bien avec Netanyahou. On pense que les deux sont copains comme cochons, si j'ose dire. Pas du tout. En fait, Trump, quand il dit « moi, je ne suis pas le président des guerres, je suis le président qui ne déclenche pas de guerre », c'est pas totalement faux. Il n'aime pas la guerre parce que la guerre, c'est pas bon pour les affaires. Il faut toujours se souvenir que pour Donald Trump, il y a 3 choses qui comptent, lui-même, lui-même et lui-même. Et lui-même, c'est aussi ses affaires. C'est aussi la Trump family. C'est aussi son business et celui de sa famille. Or, la guerre, c'est mauvais pour les affaires. Et donc, quand il dit « moi, je ne veux pas déclencher de guerre », je pense qu'il est quelque part assez sincère. Après, est-ce que c'était une bonne idée de signer l'accord avec les talibans, parce que c'est Trump qui l'a signé, c'est pas Biden, pour dire maintenant c'est terminé, on se retire rapidement, c'est un autre sujet, mais le retrait, la non-guerre n'est pas forcément toujours la solution. Est-ce que les pays occidentaux ont bien fait ou mal fait de laisser cette épouvantable guerre civile syrienne se dérouler sans faire autre chose que d'aider un petit peu, d'abord des opérations contre l'État islamique, bien sûr, mais en laissant la rébellion se radicaliser comme ça pendant des années ? On parle beaucoup des interventions occidentales, mais aussi, il faut aussi parler des non-interventions occidentales. On dit souvent la Libye c'était une catastrophe, ce dont je ne suis pas forcément certain, mais est-ce que ça aurait été mieux de ne pas intervenir en Libye ? On parle de la Syrie où on n'est pas intervenu, est-ce que ça aurait été mieux d'intervenir ? Je ne réponds pas à la question. Là encore, mon travail d'analyste, c'est de vous inviter à réfléchir. D'ailleurs, c'est aussi, je crois, le principe des rencontres philosophiques, de nous inviter tous à réfléchir, de nous méfier des idées trop simples et de celles qui sont uniquement guidées par l'émotion. On ne peut pas, encore une fois, on ne peut pas se départir de nos émotions, c'est normal, nous sommes tous des femmes et des hommes. Mais sur ces questions aussi graves, l'émotion ne doit pas systématiquement l'emporter sur la raison. Je reviens à Trump. Je suis absolument persuadé qu'il a demandé à Netanyahou d'arrêter toute opération militaire le 19 janvier 2025. Pourquoi le 19 janvier ? Bien évidemment parce que le lendemain, c'est sa prise de fonction prévue, si tout se passe bien, le 20 janvier. Il est possible que la discussion avec Netanyahou soit fructueuse parce que finalement,
il y a une partie de l'establishment israélien qui voit bien qu'il y a un moment où le coût-efficacité des opérations militaires à Gaza et au sud Liban va commencer à être moins intéressant pour Israël. Sauf qu'il reste le problème des otages. Et il va être très difficile pour un Premier ministre israélien de dire « c'est fini, j'arrête », alors qu'il y a encore plusieurs dizaines d'otages israéliens dans les tunnels de Gaza. Alors, il y a toujours cette fameuse question de l'accord de cessez-le-feu. Bon, on peut dire que les Israéliens refusent le cessez-le-feu, mais il faut dire aussi que le Hamas refuse certaines conditions israéliennes. Il faut être deux pour cesser le feu. C'est aussi simple que ça. De même qu'il faut être deux pour vraiment faire la paix, il faut être deux pour faire un cessez-le-feu. Et donc, bien sûr, on peut reprocher à Israël d'avoir poursuivi ses opérations de manière extrêmement brutale pendant des mois, mais il faut aussi voir quelles sont les conditions posées par le Hamas pour cesser le feu. Voilà. Tout ça pour dire qu'un ralentissement des opérations qui permettent une sorte d'accord américano-israélien dès le 20 janvier pour dire là, il y a une stabilisation et on passe à autre chose, ça ne me paraît pas complètement absurde. Et puis alors, ça serait formidable pour Trump parce qu'il va pouvoir dire « Regardez, j'arrive, tout de suite on fait la paix. » Encore une fois, par ego et par intérêt. Pour lui-même, il ne faut pas sous-estimer. Alors, tous les hommes politiques, tous les responsables politiques, les femmes aussi, ont un ego et c'est normal. Mais chez lui, tous les témoignages concordent pour dire que c'est extraordinairement développé. Extraordinairement développé. À un point pathologique, véritablement pathologique. Mais en tout cas, il est probable que là encore en 2025, comme pour l'Ukraine, on arrive à un moment de stabilisation. Donc je ne suis pas forcément là pour vous dire « ça y est, c'est la paix en 2025 ». Je vous rappelle qu'on va fêter d'ailleurs évidemment le 80e anniversaire de tout ce qui s'est passé à l'été 1945. Mais on a quand même une toute petite chance d'avoir sur ces deux espaces, en tout cas, un horizon un petit peu moins conflictuel. Ça ne voudra pas dire que la paix existera en Europe orientale, ça ne voudra pas dire que la paix existera au Proche-Orient, mais en tout cas, ce sera peut-être deux régions un petit peu moins en guerre, ce qui n'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de choses dont je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de Taïwan et de la Chine. Je n'ai pas parlé de la question du rapport entre le climat et la guerre. Mais je pense comme on a une demi-heure pour les questions-réponses, y compris celles d'ailleurs des lycéens qui sont invités, vous et les autres, les lycéens, priorité aux jeunes si les organisateurs en sont d'accord. Donc je suis à peu près certain que j'aurai pas mal de questions. N'hésitez pas à aborder tous les sujets dans vos questions que je n'ai pas moi-même abordés. Je vous demande juste que les questions ne soient pas trop longues pour donner la possibilité à un maximum d'entre vous de s'exprimer. Merci. Merci beaucoup, Bruno Tertrais, pour cet exposé qui nous a, je pense, vraiment tous éclairés. Vous ne pouviez pas parler de tout, mais c'était déjà beaucoup. Alors, j'invite d'abord donc les élèves de terminale du lycée Palissy à venir poser leurs questions, et après, ce sera à vous de poser toutes les questions que vous voulez à Bruno Tertrais. Et comme M. Tertrais l'a dit, ne soyez pas trop long, s'il vous plaît. Merci. Comme il y a besoin d'une concertation pour ne pas être redondant dans les questions, on peut déjà prendre quelques questions du public avant que les lycéens prennent le relais. Oui. Alors, c'est un mot, c'est pas une question. Est-ce que... Parce qu'Israël doit se venger, je crois, contre les Iraniens, je ne sais plus bien. Il y a le risque nucléaire. D'accord. Je vous propose qu'on en prenne 2 ou 3 pour voir s'il y a des points communs. Est-ce que l'expression portée par De Gaulle, l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, est définitivement morte, à votre avis? Peut-être une troisième, s'il y en a une.
Il y a un monsieur Oui, là-bas qui a bonjour. levé. Oui. Alors, pardon. Oui, j'aurais une question par rapport à l'Europe. Bon, je vois en ce moment donc la population civile en Ukraine a le courage d'aller sur le front. Est-ce que en Europe, les habitants des pays d'Europe auraient ce courage d'aller sur le front? C'est-à-dire, en Ukraine, ils se battent pour leur pays, l'Ukraine. Nous, est-ce qu'on se battra pour notre pays en tant que nation ou en tant qu'Union européenne? Je dirais même en tant que vassal des États-Unis, mais enfin ça c'est autre chose. Mais est-ce que nous, on serait prêts à aller au front aussi bien que les Ukrainiens le font? Ouais. Merci. Alors ça fait déjà 3 questions assez larges. Peut-être une autre. Oui, bien sûr, je vous en prie. On va en prendre d'autres en même temps, si vous le souhaitez. Vous avez ouvert la porte sur Taïwan. C'est vrai que l'arrivée de Trump pose vraiment la question de la position de la Chine vis-à-vis de Taïwan. Si vous pouvez en dire un mot, ça. Très bien, ça fait pas mal de questions. Donc je vais commencer par la première. Vous avez employé, monsieur, le mot de vengeance. C'est un mot intéressant. Je ne pense pas qu'Israël soit dans une logique de vengeance. En revanche, Israël est très clairement dans une logique qui consiste à dire plus l'emploi de la force est massif et brutal, plus je rétablis la dissuasion, c'est-à-dire plus je fais peur aux autres. Je ne porte pas de jugement sur ce raisonnement, mais je sais qu'il est inscrit très profondément dans la culture stratégique israélienne. Alors, en ce qui concerne l'Iran, toutefois, ce qui frappe, c'est la grande mesure et la modération avec laquelle Israël a réagi aux attaques iraniennes. Car il y a quand même eu quelque chose de totalement inédit cette année, en avril et en octobre, par 2 fois. L'Iran, depuis son territoire, a lancé plusieurs centaines de projectiles sur le territoire israélien reconnu. Quand je dis reconnu, c'est-à-dire pas sur un territoire considéré comme occupé. Et parce que Israël dispose de défense anti-aérienne et anti-missiles assez perfectionnées et que donc les dégâts ne sont pas très importants, Israël peut se permettre d'une réponse plutôt mesurée. Il y a certainement eu des débats en octobre sur le type de riposte, parce que c'était la 2e fois à accorder, mais ce qu'on constate, c'est que Israël n'a touché que des objectifs strictement militaires, ne s'est pas adressé ni aux objectifs nucléaires, ni au pétrole. Et donc, il y a cette espèce... Alors, certains emploient le mot de chorégraphie, j'aime pas trop cette expression, ou de théâtre. Non, le théâtre, c'est à côté. La guerre, c'est pas du théâtre. Mais c'est vrai qu'il y a ce que les experts appellent une sorte de dialogue entre les 2 parties pour calibrer au mieux l'escalade sans que ce soit le conflit généralisé qu'a priori personne ne veut. Le problème de la guerre, c'est que même si vous ne voulez pas à l'escalade, elle se produit quand même. C'est ça, on le sait depuis Clausewitz, la guerre produit naturellement sa propre escalade aux extrêmes. Mais en tout cas, pour l'instant, Israël-Iran, l'escalade reste maîtrisée. La grande question, c'est de savoir si l'Iran va se sentir menacé par l'administration Trump, qui n'est pas forcément une administration qui voudra régler son compte à l'Iran. Encore une fois, Trump ne veut pas de guerre. Il y a certainement des gens autour de lui qui veulent régler son compte à l'Iran, mais nous verrons. Je dirais le point d'équilibre de la politique américaine vis-à-vis de l'Iran à partir de 2025 n'est pas encore totalement atteint. Est-ce que l'Europe de l'Atlantique et l'Oural... Alors, l'Europe de l'Atlantique et l'Oural, il faut quand même rappeler, et ça, c'est de l'occasion de faire la publicité pour notre merveilleux atlas des frontières, dont la toute nouvelle édition enrichie et mise à jour vient de paraître. L'Oural, c'est une frontière complètement arbitraire. L'idée selon laquelle il y a la Russie européenne qui s'arrête à l'Oural, ça date du XVIIe siècle, avec un géographe suédois, je crois, qui a remarqué que d'un côté, on trouve, je cite, il s'appelle von Middeldorf, quelque chose comme ça, à l'ouest, on trouve des noisetiers et des cafards, à l'est, beaucoup moins. Je cite littéralement ce qu'il écrit. Donc, finalement, c'est une bonne frontière pour l'Europe et l'Asie. Bon, c'est totalement arbitraire. Cette idée de l'Europe de l'Atlantique et l'Oural rappelle justement qu'il y a
ce mythe d'une Russie qui est totalement européenne à l'ouest et puis totalement asiatique à l'est. C'est plus compliqué que ça. Mais pour aller au cœur de votre question, oui, je pense qu'aujourd'hui, pour quelques années certainement, et peut-être quelques dizaines d'années, l'idée d'un espace de coopération entre la Russie et l'Europe est une idée dont il faut faire son deuil. Voilà. Est-ce que nous aurions, très bonne question sur est-ce que nous aurions le courage de nous battre comme les Ukrainiens? Alors, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas de situation analogue. Ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, ni l'Italie, ni l'Espagne ne vont nous envahir. Mais j'aimerais bien, pour essayer d'entremêler un peu les problématiques, j'aimerais bien qu'on réfléchisse à la situation suivante. Le 7 octobre 2025, l'État islamique, basé en Andorre depuis longtemps, comme chacun sait, s'attaque à la France et fait 10 000 morts et 3 000 otages. Parce qu'il faut calculer le ratio entre la population israélienne et la population française. Je donne des chiffres un peu au hasard. Est-ce que vous ne pensez pas que la population française, jusqu'ici, jusque dans le Lot, ait un désir de meurtre, un désir de vengeance? Je pense que ça serait possible. Bon, j'utilise l'Andorre parce qu'on est dans le sud-ouest et parce que l'Andorre est un petit territoire, un petit pays, et que tout ça est une situation fictive. Pardon aux Andorrans dans la salle, mais bon, situation fictive. Après, il y a un deuxième point de réflexion, c'est ce qui se passe en 2015. Le patriotisme et la volonté d'engagement de beaucoup de jeunes après les attentats de 2015. À mon avis, c'est un bon signe pour essayer d'imaginer ce que pourrait être dans une situation qui n'arrivera pas. La réaction des Françaises et des Français en cas d'invasion du territoire national. Mais ça n'arrivera pas. Donc la question devient, est-ce que s'il y avait vraiment une invasion russe dans 5 ans, 10 ans, d'un pays de l'Union européenne, est-ce qu'on irait se battre pour ce pays? Est-ce que nous allons, nous Français, nous battre pour la Pologne ou pour les pays baltes? Il n'y a pas de réponse simple à cette question, sauf pour dire que c'est quand même aujourd'hui une armée professionnelle, d'engagés en France, et que donc, je vais dire que la dissuasion et la défense, c'est leur travail. Ce n'est pas le travail des conscrits français, puisqu'il n'y en a plus. Donc là encore, autre différence. Troisième point, on a quand même un engagement en tant qu'Européens et en tant qu'Occidentaux via l'OTAN à dire c'est un pour tous, tous pour un. S'il y en a un ou deux qui est victime d'une invasion militaire, eh bien, on doit se porter à son secours. Voilà 3 points de réflexion pour répondre à la question. Taïwan, enfin, il y a un mot important quand on réfléchit à la prospective des crises et des conflits, c'est les anticipations. J'en ai déjà parlé tout à l'heure sans employer ce mot. Comment est-ce que Poutine anticipait la réaction des Européens et des Occidentaux? Et la question centrale pour Taïwan, c'est comment est-ce que Xi Jinping anticipe les réactions de l'Amérique s'il devait se saisir de Taïwan par la force? Et là, son calcul vient de changer. Mais on ne connaît pas le résultat. On ne connaît pas le résultat parce que Donald Trump est un homme imprévisible. Et figurez-vous que ça a du bon. S'il y a bien une chose qu'il faut retenir, parce que les choses ne sont jamais totalement noires ou totalement blanches, mais avec Trump, on va dire qu'il y a beaucoup de noir, de mon point de vue, mais il y a aussi un tout petit peu de blanc. Trump est un homme imprévisible et c'est très bon pour la dissuasion. Parce que les adversaires en face ne savent pas sur quel pied danser. Et donc, quand on lui a posé la question, Trump a dit « Est-ce que vous défendriez Taïwan ?» Et là, Trump a cette réponse magique. « He knows I'm fucking crazy. » Il sait, Xi Jinping sait que je suis totalement timbré. C'est une réponse géniale. Parce qu'avec ça, Xi Jinping ne sait pas ce que ferait Trump. Alors, ça ne nous dit rien de ce qui se passera après le 20 janvier. Ça nous dit quelque chose de la situation actuelle. Mais si, à l'inverse, Xi Jinping était persuadé, absolument persuadé, que l'Amérique ne ferait rien, alors la tentation de se saisir de Taïwan deviendrait beaucoup plus grande. Et malheureusement, dans ce cas-là,
le risque pour l'économie mondiale est extrêmement important. Enfin, le coût pour l'économie mondiale, direct et indirect, d'une guerre déjà entre Taïwan et la Chine populaire, mais en plus si l'Amérique intervenait, ou si le Japon ou d'autres intervenaient, serait malheureusement très important. Si l'Amérique intervenait, ça pourrait même aller très loin. Il y a encore 2 freins, ce que j'appelle des freins dans un autre ouvrage, qui s'appelle La guerre des mondes, que vous avez évoqué tout à l'heure. La bonne nouvelle, il y a quand même des bonnes nouvelles, j'aime bien terminer par des bonnes nouvelles, c'est que le risque de très grande guerre, le risque de guerre mondiale est beaucoup moins important qu'il ne l'était au XXe siècle, à cause principalement d'un instrument qui s'appelle la dissuasion nucléaire, et qu'effectivement, on l'a rappelé, je connais un peu. La dissuasion nucléaire, c'est un facteur de retenue pour les grands États. C'est aussi pour cela que Poutine n'est pas allé au-delà de l'Ukraine, mais que l'Amérique et l'Europe ne sont pas allés se battre en Ukraine. Donc il y a du bon et du moins bon, mais c'est un facteur de retenue. Ça contribue considérablement à limiter le risque d'escalade aux extrêmes. D'abord le risque de grande guerre et ensuite le risque d'escalade aux extrêmes. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que ça marche de manière certaine? Absolument pas. C'est une activité humaine et comme toutes les activités humaines, la dissuasion est faillible. Mais on constate, en tout cas moi c'est ma conclusion après analyse, après étude, c'est que ça marche plutôt pas mal. Tout ça pour vous dire que je pense que Xi Jinping hésitera avant de s'en prendre à Taïwan, sachant que l'horizon de la Chine reste lointain. Ce qu'il faut absolument pour la Chine, c'est réussir la réunification du pays avant 2049, avant le centenaire de la République. Et puis il y a un deuxième frein, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, qui est l'interdépendance économique. Et là, on peut penser que pour la Chine d'aujourd'hui, l'interdépendance économique est davantage un frein à l'aventure militaire qu'elle n'en était un pour Vladimir Poutine en 2022. Parce que le développement, la poursuite du développement économique et de la mondialisation de la Chine est beaucoup plus important pour Xi Jinping que l'économie russe n'était importante pour Vladimir Poutine. Je rappelle que Vladimir Poutine a eu 20 ans pour diversifier l'économie de son pays, qu'il ne l'a jamais fait. Ça reste une économie fondamentalement qui repose essentiellement sur l'exportation des hydrocarbures. La Chine, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc, à partir de quel moment on met en danger cette construction patiente depuis Deng Xiaoping pour le bénéfice éventuel de l'unification de la Chine? Moi, je n'ai pas la réponse, mais la question dans la tête des dirigeants chinois, c'est ça. Sachant que le développement économique de la Chine depuis 30 ans, c'est comme une bicyclette. Si ça s'arrête, on tombe. La légitimité du pouvoir chinois, elle tient aussi, ça s'appelle le mandat du ciel. Il faut que la population chinoise perçoive les dirigeants du pays comme légitimes. Tant qu'ils apportaient la prospérité économique, leur légitimité ne posait pas de problème. Mais dans un contexte où la croissance ralentit et où le pouvoir chinois serre les vis de tous les côtés, au point de se transformer quasiment en État totalitaire, en tout cas quasi-totalitaire, eh bien le calcul peut changer. C'est une très longue manière de dire que, voilà, pour Taïwan, premièrement, le calcul va changer déjà à partir de maintenant avec l'élection de Trump. Dans quel sens, je ne sais pas exactement, mais peut-être dans un sens de nature à faire réfléchir encore un peu plus les dirigeants chinois avant de se lancer dans l'aventure. Deuxièmement, que les freins à la Grande Guerre, qui sont, je le répète, beaucoup plus importants, et c'est une bonne nouvelle, qu'ils ne l'étaient au XXe siècle. Quand je dis la Grande Guerre, c'est la guerre mondiale, ce qu'on appelle la guerre mondiale. Ces freins sont beaucoup plus importants qu'ils ne l'étaient au XXe siècle, mais ce ne sont pas non plus des freins absolus et qui vont fonctionner dans toutes les circonstances. Alors, est-ce que les lycéens sont prêts? Vous pouvez venir. Par contre, je suis désolé, mais je pense que nous n'aurons plus le temps après pour des questions du public. Je suis vraiment désolé. C'est chaque fois des questions complexes qui demandent un peu de temps, bien sûr. Je vous en prie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, nous avons 3 questions pour vous. La première est: quel est l'impact de la guerre en Ukraine sur la géopolitique européenne et la sécurité collective en Europe?
Peut-être que je vous propose de les prendre tous les trois, et puis comme ça, je pourrai répondre en fonction du temps qui nous restera. Alors, pensez-vous que la guerre hybride, entre guillemets, qui mélange opérations militaires classiques et actions non conventionnelles, donc cyberattaques, désinformation, etc., est en train de devenir un modèle dominant des conflits modernes? Et comment les États peuvent-ils s'y préparer sans tomber dans une escalade constante? Merci. Et la troisième? Bonjour. Bonjour. En Europe, on parle de la guerre dans le monde, et dans les pays en guerre, on ne parle pas des pays qui sont en paix, pardon. Avons-nous affaire à une humanité qui banalise l'ultraviolence, telle que le décrivait George Mosse dans les années 30, mais cette fois-ci à l'échelle mondiale? Merci. Trois bonnes questions. Ce qu'on appelle... Il y a une distinction à faire entre ce qu'on appelle la défense collective et la sécurité collective. La défense collective, c'est l'exercice de la légitime défense par les pays volontaires. Ça, c'est le rôle de l'OTAN, même si l'Union européenne comprend aussi dans son actuelle charte principale, qui est le traité de Lisbonne, un engagement à se défendre en cas d'attaque. Ce qu'on appelle la sécurité collective, en théorie des relations internationales, dans notre jargon, c'est comment, à l'intérieur d'un même espace, on s'accorde pour vivre ensemble le moins mal possible. Et donc la sécurité collective, donc je vais parler des deux. La défense collective, l'OTAN, l'OTAN est en pleine forme. Tout le monde veut être membre de l'OTAN. On veut se protéger contre la Russie. Deux pays qui étaient traditionnellement neutres ou non alignés, la Finlande et surtout la Suède, qui étaient neutres depuis plusieurs siècles, ont décidé de rejoindre une alliance militaire, défensive, mais qui n'est pas compatible avec la neutralité. Donc la défense collective en Europe se renforce. En revanche, la sécurité collective, à savoir comment on s'organise sur un espace, sur l'ensemble de l'espace européen, pour vivre ensemble du mieux possible, alors c'est le rôle d'une organisation particulière qui s'appelle l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui a été créée dans les faits par les accords d'Helsinki en 1975. Vous avez remarqué que c'était déjà l'Union soviétique, mais l'idée c'était de dire comment est-ce qu'on définit, même avec des adversaires potentiels, des règles de comportement minimal en Europe, sur l'espace eurasiatique, et avec les États-Unis et le Canada. Ça n'a pas trop mal marché, parce que l'idée, justement, une idée consistait à dire on ne changera plus les frontières par la force. Et ce thème-là, c'est quelque chose qui était acté entre l'Union soviétique et les États-Unis et les Européens à l'époque de la guerre froide, et c'est cela même qui a été mis à mal par Vladimir Poutine. Et donc cette organisation, cette OSCE, elle se porte pas très bien, et force est de constater que quand on voit comment ça se passe à l'intérieur, la Russie n'est plus intéressée par ces règles, ces normes de comportement, comme la Russie actuelle, la Russie de Poutine, n'est plus intéressée par des normes de comportement agréées ensemble, dès lors qu'elles ne conduisent pas à ce que Moscou ait un droit de regard privilégié sur les États qui sont mitoyens. D'où la notion de sphère d'influence, qui est quelque chose auquel la Russie tient beaucoup. Pour nous, occidentaux, c'est la géopolitique des siècles passés, les sphères d'influence. Jusqu'à Staline. Ce pays est indépendant, pourquoi? Mais la Russie, elle fonctionne comme au XIXe siècle. Voilà. Donc là, ça devient très difficile avec la Russie actuelle, la Russie de Poutine, d'avoir des règles de comportement communes sur lesquelles on peut s'entendre. La guerre hybride, alors, je comprends très bien que vous utilisiez cette expression, parce que tout le monde l'utilise. Moi, je ne l'aime pas du tout, parce que la guerre a toujours été un peu hybride. Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Je dînais il y a quelques mois avec la première ministre d'Estonie, Kaja Kallas, et je lui demandais, mais cette expression de guerre hybride, est-ce que vous la reprenez à votre compte, ou est-ce que, comme moi, vous la trouvez peu pertinente? Elle me dit, je suis complètement d'accord avec vous. Bon, c'était un dîner privé, mais elle m'a dit que je pouvais la citer. Moi, je préfère la guerre de l'ombre.
Shadow War, elle disait en anglais. La guerre de l'ombre, ça veut dire que derrière la guerre visible, il y a la guerre invisible, qui est la guerre de l'influence, qui est la guerre des réseaux sociaux, qui est la guerre de l'information. Oui, c'est un modèle dominant, c'est-à-dire que l'espace de la guerre s'est considérablement développé. L'espace de la guerre, il y a 2 millénaires, c'était la terre, puis la mer, puis il y a eu au XXe siècle les airs, puis maintenant il y a en plus l'espace et le cyberespace. Donc le domaine de la guerre se fait partout, dans tous les domaines. Alors vous allez me dire, la manipulation de l'information, la propagande, ça a toujours existé, c'est vrai. Mais avant, ça a accompagné la guerre. Maintenant, c'est au cœur de la bataille de l'influence. Quand la chaîne, à l'époque, la chaîne RT couvrait les manifestations des Gilets jaunes en France, elle les couvrait d'une manière qui délibérément donnait le sentiment que la France était en guerre civile. Montrer que l'Occident est décadent, affaiblir la solidarité des pays européens, je ne porte aucun jugement sur le mouvement des Gilets jaunes qui avait plein de choses intéressantes à dire. Ce n'est pas le sujet. Mais l'exploitation, il y a eu d'abord, ça a commencé avec l'exploitation en France de la question dite du mariage pour tous. Et puis surtout avec les Gilets jaunes il y a quelques années. La manière dont la Russie et d'autres aussi exploitent tout ceci pour nous affaiblir, Giuliano D'Empoli en parle très bien dans Les Ingénieurs du chaos, le bouquin qu'il a fait avant le match du Kremlin. Oui, c'est une guerre permanente, mais c'est aussi une guerre dans laquelle nous avons tous une responsabilité, avec la manière dont nous gérons nos informations, nos commentaires, nos discussions. Moi, je suis beaucoup sur X, parce que c'est un outil très utile pour moi, professionnellement, et que par ailleurs, je m'amuse aussi dessus. Mais je commence à me poser la question. X a eu une telle importance dans la campagne de Trump, Elon Musk étant ce qu'il est aujourd'hui, est-ce que je peux moralement continuer à utiliser cette... Voilà, on peut avoir des dilemmes moraux, il n'y a pas de solution simple à tout ça. Mon point consiste à dire... Cette guerre de l'information, elle nous concerne tous à tout moment. Vérifions nos informations, recoupons-les, ayons recours aux professionnels de l'information. C'est quand même des gens qui sont formés à ça. Je ne peux pas vous dire de... La seule chose que je peux vous dire, bien sûr, c'est formidable aujourd'hui, on peut trouver de l'information et de l'opinion partout. C'est génial. Gratuitement, c'est génial. Mais essayons tous quand même d'établir une hiérarchie entre les informations vérifiées, attestées par plusieurs sources, aller à la source principale. Tout ça, j'allais dire qu'on a tous une responsabilité presque sociétale là-dedans. Enfin, sur votre question sur la banalisation de l'ultraviolence, alors je suis très méfiant sur cette notion. D'abord, je crois qu'il faut séparer... Alors, on va dire que je ne vais pas parler du contexte français où on utilise beaucoup cette expression. Je ne veux pas parler du contexte français, ce n'est pas mon point. Je ne vais pas vous dire si c'est vrai ou pas en France, ce n'est pas mon sujet. Ou plutôt, c'est un autre sujet. En revanche, il me semble très risqué d'avancer ou de supposer que la violence en général, pas seulement la guerre, est en augmentation dans le monde. Non, je pense que globalement, nous sommes dans des sociétés, surtout dans les sociétés développées, de moins en moins violentes. De moins en moins violentes. À l'échelle de l'histoire, nous sommes dans des sociétés qui sont beaucoup moins violentes qu'il y a 2 siècles, encore moins qu'il y a 5 siècles. Et c'est important parce que la délégitimation de la violence, c'est vraiment, pour moi, il y a quelques marqueurs du progrès. La délégitimation de la violence physique, l'égalité entre les hommes et les femmes, il y a quelques marqueurs essentiels du progrès, à mon sens, de ce qui est le progrès de la civilisation et de la modernité. Mais voilà, peut-être qu'on est dans un monde un peu plus violent que celui d'il y a 5 ans, mais on est dans un monde beaucoup moins violent que celui d'il y a 500 ans. Alors vous allez me dire, ça ne nous aide pas beaucoup. Non, ça nous conduit juste à prendre un petit peu de recul et à nous rappeler qu'il y a beaucoup d'images du monde d'il y a 50 ans qui étaient ultra-violentes, mais qu'on ne voyait pas, qu'on ne pouvait pas répercuter, qui ne nous étaient pas apportées tous les matins sur les réseaux et sur les chaînes d'information. Donc c'est sur ce petit message relativement optimiste, donc deux points d'optimisme pour terminer, c'est le fait que, enfin 2 ou 3,
puisque j'ai encore 2 minutes. Un, il n'y a pas d'explosion de la guerre. Il y a un peu plus de guerre aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, mais il n'y a pas un déchaînement de guerre partout sur la planète, quand on prend un peu de recul. Deuxièmement, le risque de très grande guerre, de guerre dite mondiale, est infiniment plus faible, à mon sens, que ce qu'il était au XXe siècle. Troisièmement, le développement des sociétés, ça existe quand même, et même s'il y a des reculs dans la démocratie, comme on le voit aujourd'hui, il y a plutôt une stagnation du progrès démocratique qu'un recul pur et simple. Mais on est tout de même dans des sociétés dans lesquelles la banalisation de la violence est beaucoup moins importante qu'elle ne l'était il y a 50 ans et encore moins qu'il y a 500 ans. Donc voilà 3 motifs de relatif optimisme avec lesquels je voudrais vous laisser ce matin. Merci beaucoup.